Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 116 sur se dépasser autrement avec Philippe Roy de Perfo Elite. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, si vous souhaitez vous aussi lancer votre podcast pour faire connaître vos services ou votre entreprise, je vous recommande la formation de l'Académie du podcast. C'est cette formation qui m'a permis de lancer mes podcasts Athlète Entrepreneur et les médias sociaux en affaires. Pour démarrer cette belle aventure, simplement vous rendre au ameliedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Pour cette émission, j'ai le bonheur de discuter avec Philippe Roy, un kinésiologue de formation qui a fondé le centre Perfo Elite. L'ancien hockeyeur est également co-animateur de 2 podcasts sur le hockey, soit Plan de match et Dans l'enclave. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Philippe Roy. Salut Philippe, comment ça va? Salut, ça va bien? Ça va très bien, merci beaucoup. Philippe, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été ton parcours dans le monde du hockey? Yes, moi, j'ai grandi en fait en Abitibi, donc j'ai commencé à jouer au hockey directement là-bas, une région plus éloignée d'ici. Donc, il y avait, j'ai commencé à jouer, à patiner vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi sur glace. Puis j'ai patiné, en fait, j'ai commencé à patiner avant en rollerblade dans ma maison. Puis donc, vers l'âge d'1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé à toucher à des patins à roulettes. Puis c'est justement comme ça, en fait, je me suis cassé un tibia, donc le tibia de la jambe gauche, directement en tournant le coin d'une porte chez nous, donc le tibia directement dans le cadrage de porte. Donc, ça a commencé, disons, ça a commencé rough, mais ça s'est bien fini. Donc, c'est ça que j'ai commencé à patiner vers l'âge de 2 ans sur glace, 2 ans et demi. Par la suite, là, j'ai enchaîné, là, j'ai commencé à jouer au hockey là, dès que je pouvais. Donc, les pré-mag, ces catégories-là. Par la suite, novice, atome. Puis vraiment vers l'âge puis oui, je commençais à prendre le goût de plus en plus au hockey. Mais ça a vraiment été à partir de ma 2e année Bantam où est-ce que là, j'ai vraiment fait partie de la meilleure équipe de la région possible. Donc, c'était le Bantam 2A là, à l'époque. Là, sans dire que ça ne me rajeunit pas, je suis quand même assez jeune, mais avant, il n'y avait pas de 3A. Donc, c'était le Bantam 2A. Puis, c'est vraiment à partir de là, que j'ai commencé à aimer beaucoup, beaucoup plus le hockey, là, en grande partie grâce à l'entraîneur qu'on avait. En fait, là, c'est une autre histoire là, que j'ai été coupé. En fait, moi, j'étais défenseur à ce moment-là. Puis j'ai été coupé du camp du Bantam 2A. Puis l'entraîneur, en fait, il m'a demandé si je voulais essayer à l'attaque. Donc, c'est sûr, j'ai dit oui. J'aimais jouer au hockey. J'aimais l'entraîneur aussi. Fait que j'ai décidé de poursuivre le camp à l'attaque. Puis, comme de fait, il n'était pas supposé prendre un 10e attaquant dans son équipe. Puis, finalement, j'ai un peu forcé la main. Donc, il a pris un 10e attaquant. Fait que depuis Bantam 2e année, j'ai été transféré en joueur d'attaque. Donc, ça, c'est une autre chose aussi, là, que des fois, on n'est pas défini par une position. Là, peu importe à quel âge, là, ça peut changer. Donc, c'est grâce à lui, en fait, là, que j'ai eu un plus grand amour pour le hockey. Puis, en fait, j'étais vraiment pas fait pour jouer à la défensive. Là. Donc, j'étais vraiment plus un joueur d'attaque. Puis, fait que c'est vraiment à partir de là que tout a comme dégringolé, si je peux dire. Là. J'étais loin d'être le meilleur de l'équipe de cette année-là, puis des autres années, en fait. Là. Mais vraiment, grâce à lui, qui m'a fait changer un petit peu mon mindset, mon esprit. Puis, j'étais vraiment ouvert à tout ce qu'il m'apportait comme nouveauté. Donc, vraiment, à partir de là, j'ai commencé, comme je dis, le 10e attaquant, puis j'ai fini sa première ligne avec les deux, je peux dire, les 2 meilleurs de l'équipe. Moi, mon rôle, c'était pas mal plus de faire de la place, puis des feeder, là, si je peux dire, avec un anglicisme. Là, donc, de leur faire des passes, puis eux, ils s'occupaient de faire le reste. Fait que ça fonctionnait super bien. On s'est classé, je me souviens plus exactement, mais de top 3 des meilleures équipes
au Québec. Donc, ça a vraiment bien été comme saison. Puis par la suite, ben là, c'est là que le reste, la magie a un peu opéré. J'ai fait par la suite 2 années midget espoir. Après ça, j'étais allé jouer au midget 2A, me concentrer un petit peu plus sur l'école. Puis tout ça m'a permis, en fait, aussi d'être invité sur 2 camps juniors majeurs. Donc, ça, je dirais que c'est quand même de quoi que je suis quand même très fier d'avoir accompli parce que comme je dis depuis le début, je suis loin d'être le plus talentueux, mais quand on met les efforts, ben, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, j'ai pas eu une longue carrière, si je peux dire, de joueur de hockey, mais fait que c'est ça, ça m'a permis de faire 2 camps juniors majeurs. Donc, le premier avec les Huskies de Rouyn-Noranda, puis le deuxième avec les Foreurs, donc 2 équipes de la région qui me voyaient souvent jouer, donc qui m'ont donné une chance de pouvoir me faire valoir puis de pouvoir avoir une belle expérience comme ça. Puis je vais toujours être super reconnaissant des 2 organisations là, de m'avoir laissé cette opportunité-là. Puis c'était vraiment, vraiment trippant. Fait que même le 2e camp, là, junior majeur, ça m'a permis. Ça, je vais peut-être sauter des questions, mais c'est une de mes plus belles fiertés là, d'avoir joué une game hors concours, en fait. Là, même si c'est juste une game hors concours, j'ai quand même joué contre les Huskies, donc avec les Foreurs, une game hors concours. Puis ben, j'ai marqué un but, fait que c'était quand même c'était la cerise sur le Sunday, si je peux dire. Donc, à partir de là, ça s'est pas mal terminé, disons, pour des raisons autres que je ne parlais pas, là, mais mon parcours de joueur de hockey. Donc, ça ressemble pas mal à ça, là. Un petit gars qui joue au hockey en Abitibi, puis qui réussit à atteindre, disons, un peu la JMQ, goûter un petit peu à c'est quoi. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, là, mon parcours de joueur de hockey. Puis justement, t'en parles de ton parcours, puis on sent la passion. Est-ce que ça a été difficile pour toi un peu de tourner la page sur le hockey pour te concentrer justement sur tes études, puis tes autres projets de vie? Ouais, ben tu sais, je commençais quand même à voir que, tu sais, bon, je pouvais pas en faire une carrière parce que, bon, le talent, tous ces trucs-là, puis il y a des choses que j'ai vraiment négligées dans mon développement, dont la préparation physique. Donc ça, c'est un petit peu drôle que je négligeais ça. J'en ai fait un métier, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça, tu sais, je commençais à le voir quand même que, bon, je pourrais pas en faire une carrière puis il faut que je fasse de quoi quand même de ma vie autre. Donc, je le voyais un petit peu, mais c'est un petit peu de la façon, tu sais, il y a des fois, le monde va arrêter de jouer parce que il y a des blessures. D'autres fois, c'est juste, bon, tu sais, en termes de niveau, ainsi de suite, il n'y a plus d'autres niveaux à atteindre. Moi, ça s'est un peu fini en queue de poisson, si je peux dire. C'était pas une blessure, c'était pas parce que j'étais pas assez bon pour aller à une autre équipe. Ça a vraiment, en tout cas, c'est plus des raisons que je peux pas parler vraiment, mais ça s'est fini comme de quoi j'étais promis dans une équipe, puis finalement, ce qui est arrivé, finalement, je pouvais plus aller avec l'équipe parce qu'il était rendu trop tard, et ainsi de suite. Donc, ça s'est comme un peu fini bizarre, si je peux dire. Fait que c'était plus ce côté-là qui était difficile à digérer, autre que, bon, ben, je joue plus au hockey. Fait que c'est plus de la façon que ça s'est terminé que c'était difficile, mais honnêtement, sinon, là, ça s'est quand même bien situé. Là. J'avais ma blonde là, que j'ai en fait toujours depuis, fait que ça va faire 9 ans qu'on est ensemble. Fait que vraiment, elle était là pour m'épauler là-dedans, puis m'aider. Mais sinon, je le voyais s'en venir, mais je pensais pas que ça allait arriver comme là. Je pensais que ça allait arriver comme dans 1 an, 2 ans. Mais c'est des choses de la vie. Puis au moins, j'étais quand même un petit peu déjà mindé à ça, dans l'éventualité que ça puisse arriver. Puis tu parlais que tu n'étais pas le gars qui s'entraînait le plus physiquement ou en plus de la nuit à ton développement. Finalement, tu es devenu kinésiologue, tu as également fondé ton propre centre sportif, donc Perfo Élite. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette voie et par la suite même à tenter l'expérience entrepreneuriale? Oui, ben en fait, c'est quand même drôle. Moi, j'ai pas eu, disons, j'ai négligé cette portion-là de mon développement sportif. Pas oui, parce que j'aimais pas ça quand que j'étais jeune, mais comment je peux dire, c'était vraiment plus parce que j'ai peut-être pas eu des bonnes expériences à 100% en préparation physique, justement, tu sais. C'était pas la même mentalité qu'aujourd'hui, de un.
Puis de deux, j'ai pas été encadré par un professionnel beaucoup. C'était plus un peu laissé à nous-mêmes où, on va dire, l'équipe Midget 3 donnait un programme déjà préfet à tous les athlètes qui allaient au camp, exemple, puis c'était comme un peu arrangez-vous avec vous-même. Fait que c'était pas de quoi qui était vraiment mis de l'avant vraiment dans ce temps-là. Puis, comme je dis, je n'étais pas vraiment encadré, fait que je trouvais pas plaisir à m'entraîner. Fait que c'est un peu drôle que j'en ai fait un métier maintenant. C'était un peu aussi, quand j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai essayé de me retrouver un petit peu, faire quelque chose d'autre. Puis en même temps que j'ai arrêté de jouer au hockey, j'ai déménagé justement à Montréal. Donc, j'avais plus vraiment de contact, mes amis, tous ces trucs-là. Ma famille, j'avais ma conjointe, mais sinon, j'étais vraiment tout seul. Fait que je pouvais pas comme on va jouer au hockey dehors, on va jouer au deck hockey. Je connaissais vraiment personne ici. Fait que ça a été difficile. Fait que je me suis mis à l'entraînement. J'ai commencé à lire sur des blogs, des forums, comment ça fonctionne puis tout. Puis de plus en plus que j'en faisais, de plus en plus que j'aimais ça. Fait que ça arrivait en même temps de choisir un peu les choix là, de cours à l'université dans les choix de programme. Donc, j'ai mis le choix de kinésiologue, en fait, en troisième dans ma demande. J'avais mis professeur d'éducation physique en deuxième, bon, un classique. Donc, c'était mon deuxième choix. Puis mon premier choix, vraiment out of nowhere, là, c'était comment ça s'appelait le programme? C'était biologie en apprentissage par problème, quelque chose comme ça, là. Puis la raison pourquoi j'avais mis ça, c'est vraiment, je traite tout ce qui est rapport de laboratoire, de la biologie, de la chimie, la physique, j'aime vraiment ça. Puis, fait que je savais pas trop quoi faire, fait que j'ai mis ces trois choix-là, puis c'est un nouveau programme qu'il y avait à l'université. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas, on va l'essayer. Puis je suis quelqu'un qui aime quand même apprendre par moi-même. Donc, c'était un programme justement on se fait shooter un peu de la matière, mais c'était plus des questions, puis tu allais faire tes propres recherches pour répondre aux questions. Puis finalement, plus que je m'entraînais, plus que j'en prenais goût. Donc là, le choix numéro 1, j'ai été accepté dans les 3. Le choix numéro 1, bon, je me suis dit, je ne suis pas sûr d'aimer ça vraiment à 100% pour en faire un métier toute ma vie. Donc, j'ai laissé ça de côté. Après ça, fallait que je décide entre prof d'éduc et kinésiologue. Puis là, kinésiologue, écoute, honnêtement, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. La seule chose que je savais, que c'était de la préparation. On pouvait faire de la préparation physique, puis ça, de l'entraînement. Mais autre que ça, je ne savais absolument rien de ça. Donc là, j'ai commencé à lire un petit peu plus là-dessus. Prof d'éduc, c'est quelque chose de super intéressant. C'est du sport et tout, mais à ça, je me suis dit, gérer des jeunes, des classes, je ne sais pas trop. Puis là, je me posais des questions. J'aimais aussi le fait que on a des congés l'été, des congés pendant Noël. Fait que c'est tous des avantages qui viennent un peu avec ça. Puis là, plus que je lisais sur la kinésiologie, plus que je m'entraînais en même temps, mais là, plus que le choix se faisait de plus en plus. Il était de plus en plus clair que j'allais choisir ce choix-là. Puis en plus de ça, je dirais que ce qui a fait changer la balance a vraiment été qu'en étant kinésiologue, on peut également être prof d'éduc au cégep. Donc, c'est sûr que pour entrer au cégep, c'est un peu plus difficile, mais c'est possible. Donc, je me suis dit, regarde, si jamais je veux aller être prof d'éduc, après ça, je pourrais le faire au cégep. Puis des fois, au cégep, tout dépendamment des cours, c'est des gens qui sont un peu plus motivés ou ceux qui ne sont pas motivés pour faire ça, ils viennent juste pas au cours. Fait que tu as ceux qui veulent être là. Versus au secondaire, des fois, tu as tout le temps du monde qui ne veulent pas participer, qui s'inventent des blessures, et ainsi de suite. Donc là, je me dis, je me vois peut-être plus là-dedans. Fait que j'ai changé un peu mes choix pour aller vers la kinésiologie. Puis maintenant, aujourd'hui, 5 ans plus tard, je termine cet été ma maîtrise justement en préparation physique au hockey. Donc, je crois que j'ai fait de bons choix. En tout cas, je tripe vraiment sur ce que je fais. Fait que non, ça ressemble pas mal à ça un peu mon choix de carrière. Pourquoi j'ai décidé d'aller en kinésiologie. Puis aussi, pourquoi j'ai décidé de me spécialiser un peu en performance sportive, performance au hockey, c'est principalement par mon expérience que j'ai eue, que je n'ai pas très aimée ou que je n'ai pas eu du tout. Donc, je veux redonner aux jeunes, aux joueurs, le goût de s'entraîner, le plaisir de s'entraîner, l'importance que ça a. Moi, je dirais que ça a vraiment été mon plus gros bâton dans mes roues qui m'a empêché de jouer junior majeur, je dirais, parce que oui, ça prend du talent,
une base de talent, mais ça prend aussi beaucoup d'efforts, beaucoup de constance dans tout ce qu'on fait. Puis, je dirais que ça a été mon plus gros manque dans ma carrière de joueur. Fait que je veux pas qu'il y ait je veux pas, en tout cas, je veux le moins possible que des joueurs aient le même parcours que moi, puis qu'ils aient le plus de chances possible, puis qu'ils prennent goût à l'entraînement. Puis même à ça, même s'ils ne font pas une carrière après ça, ben il reste que de l'entraînement, c'est super important pour le corps, la santé en général. Puis on ne sait jamais qu'après la carrière de joueur de hockey, on va travailler dans la construction, on va être médecin, peu importe. Ben ça prend quand même une certaine hygiène de vie, une certaine force physique, capacité physique, que ben avec l'entraînement, on peut aller chercher. Fait que si j'en développe une habitude de vie aux joueurs puis aux joueuses, ben moi c'est mission accomplie, là. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à travers ce processus-là, ton parcours, à fonder ton centre Perfo Élite? Puis, quels ont été tes défis depuis ton début dans l'entrepreneuriat? En fait, ben, j'ai pas encore vraiment de centre à moi. C'est quelque chose qui va s'en venir. C'est vraiment Perfo Élite, en fait, c'est une compagnie de Perfo Élite, Performance Élite. Fait que j'ai fait un mot avec ça, mais c'est vraiment une compagnie qui va offrir les services de préparation physique, aussi de naturopathie, parce que je suis naturopathe, et de posturologie. Également, vu que je suis posturologue. Donc, en gros, c'est vraiment, j'essaie de créer une entreprise qui je veux avoir mon centre, ça c'est sûr et certain que c'est dans les objectifs dans un avenir approché, mais c'est vraiment, ce qui m'a donné le goût à faire ça, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup d'opportunités, si je peux dire, la préparation physique, c'est vraiment, faut plus que tu sois à ton compte pour pouvoir en faire, pour être visible aussi. C'est rare des entreprises, des organismes à but non lucratif ou autres qui offrent ce genre de service-là, ou il y en a qui vont l'offrir, mais ça ne sera jamais spécialisé à 100%. Donc, c'est un peu... puis, comme que j'ai mentionné au début, j'ai toujours aimé apprendre un peu par moi-même, travailler par moi-même. Donc, je ne me voyais pas bien avoir un boss en haut de moi, que je n'allais pas avoir la liberté un peu de faire ce que je veux et tout. Donc, c'était vraiment un choix logique pour ma situation, pour ce que je veux faire de ma vie, de partir ma propre entreprise. Puis, ben, jusqu'à maintenant, ça va quand même très bien. Je développe, en 2021, je suis rendu avec 2 employés. On risque d'aller plus loin encore. Puis, justement, pour aller chercher une équipe multidisciplinaire, si je peux dire, pour tout ce qui touche la performance sportive. Quand même très intéressant. Donc, en plus d'avoir ton centre, tu es également co-animateur pour 2 podcasts. Donc, tu en passes sur un aujourd'hui, puis tu as quand même de l'expérience dans le podcasting, surtout relié au hockey, donc le podcast Dans l'Enclave. D'ailleurs, Hugo Le Cavalier qui était passé sur Athlète Entrepreneur à l'épisode 42, ainsi que pour le podcast Plan de match de iCoach Hockey D de Hockey Projection. Danick Bouchard qui est également passé à l'épisode 66. Qu'est-ce que tu aimes de ce format de contenu-là? Oui, ben en fait, pour vrai, ça fait différent de la télé. Des fois, on va entendre des personnalités connues qui vont aller à la télé, mais ça va tout le temps filtrer quand même beaucoup le contenu qu'il peut y avoir là-dessus versus des podcasts où est-ce que c'est beaucoup plus naturel, tu ressens un petit peu plus la personnalité des gens, puis aussi la sincérité, la vérité qui en ressort un petit peu plus. Donc, pour revenir sur les 2 podcasts, là, ça a vraiment été... là, je suis invité. C'est une des premières fois que je suis invité, que je ne suis pas comme de l'autre côté du micro, si je peux dire. Donc, c'est différent un petit peu, mais ce que j'aime vraiment, c'est ça. On peut être sincère, on peut dire ce qu'on pense. Puis, au bout de la ligne, c'est fait pour ça, versus à la télé, c'est des médias qu'on ne peut pas tout le temps dire ce qu'on pense ou ce qu'on ressent. Donc c'est sûr que le podcast Dans l'Enclave podcast, ça a été l'idée principale de Hugo. Il cherchait un co-animateur à faire ça avec lui et à lancer le projet. Donc, quand il m'a approché, c'est sûr et certain que j'ai sauté sur l'occasion. Puis je suis quelqu'un qui est très réservé, disons, de base. Je suis quelqu'un qui est très gêné. Là, c'est de moins en moins pire, si je peux dire, même de mieux en mieux. Mais j'étais quelqu'un de très réservé, même à ce moment-là. J'hésitais beaucoup, mais je me suis dit, si jamais je saute pas les pieds joints là-dedans, ben ça se développera jamais.
Donc, j'ai décidé d'y aller. Puis, tu sais, pour ceux qui vont aller voir là, les premiers épisodes, là, c'est sans dire désastreux, mais je me sens un petit peu pas à l'aise, je peux dire, versus les derniers, que ça va beaucoup mieux. Puis, justement, pour finir avec les podcasts, là, avec celui de iCoach Hockey D, c'est un petit peu aussi l'idée de Dominique Ricard, avec qui je co-anime les podcasts. Au début, on les faisait en style de webinaire privé avec les gens qui s'inscrivaient. Donc, on a reçu Dominique Ducharme, entre autres, là, donc le coach canadien. On en a reçu tout plein Landry Tourigny, qui a été l'entraîneur de Team Canada, ainsi de suite. Donc, on a reçu des grands noms, donc en style de webinaire privé. Par la suite, on l'a amené en direct live les lundis, une fois par mois, sur Facebook, puis on les projette un petit peu partout, donc YouTube, Facebook, ainsi de suite. Donc là, on les a mis en live. Surtout, ça a été un nouveau challenge un peu pour moi d'amener le direct, mais ça s'est vraiment super bien fait. Puis c'est un petit peu ça que j'aime des podcasts. On peut avoir des discussions avec des personnes que jamais on aurait cru pouvoir parler. Je prends l'exemple de justement Dominique Ducharme. Jamais en 100 ans, j'aurais pu y écrire un message, puis il dirait Hey, Dom, on peut-tu prendre 1 heure ensemble puis parler de hockey? Pas sûr que j'aurais eu une réponse. En fait, j'aurais même pas eu son contact. Puis là, ben, ça donne que là, c'est des trucs qui est possible. Donc, c'est vraiment plaisant. Là. Ah, tu apportes tellement des bons points là, par rapport au podcasting. Puis c'est vrai pour les gens qui hésitent ou qui ont peur peut-être de lancer leur projet ou de lancer leur podcast, c'est vrai que même quand tu es introverti, parce que quand tu parlais de ça, je me ressentais là-dedans. Puis regarde, l'important, c'est que tu sois lancé, que tu aies essayé. Et après ça, effectivement, tu retournes dans tes plus vieux épisodes, puis tu te dis, ouais, c'était pas mes meilleurs, mais en même temps, ça prouve justement que tu t'es amélioré. Puis, comme tu le mentionnais, de discuter avec des gens que tu n'aurais jamais pu penser ou contacter autrement. Là. C'est ça, c'est comme tu dis, c'est rare que tu dis à quelqu'un Hey, je peux-tu jaser avec toi 1 heure quand c'est déjà ultra occupé. Mais pour un podcast, les gens vont la plupart vont vouloir justement discuter avec toi. Donc, il y a vraiment des très, très bons points que tu as apportés là. Exact. Puis, en lien donc avec soit les podcasts et ton entreprise, ce serait quoi tes objectifs pour 2021? Pour 2021, je dirais, cette année, j'étais supposé commencer à entraîner Bantam de A, justement, à Laval. J'étais entraîneur-chef. On a eu la chance de faire 2-3 semaines de pratique, puis 4 petites parties 4 contre 4, mais après ça, la saison a terminé, a pris fin. Mais je dirais que ça serait, pour 2021, ça c'est vraiment de commencer, de faire ma place dans le monde du hockey à Laval, puis dans la Rive-Nord, principalement. Si je peux dire, comme un objectif personnel. Sinon, objectif d'entreprise, c'est vraiment d'aller aider le plus de joueurs, d'athlètes possible à développer leur potentiel, que ce soit, oui, en préparation physique, c'est mon métier principal, mais comme j'ai mentionné aussi, si je réussis à leur créer une habitude de vie, après ça, moi, ma paye au bout de la ligne, c'est plus voir l'athlète, le joueur, la joueuse réussir, que ce soit dans son sport ou dans la vie. Donc, c'est vraiment, je dirais, d'aller marquer le plus de joueurs ou joueuses possible en 2021. Puis, ça ressemble pas mal à ça pour ce qui est des objectifs là, 2021. Vraiment des beaux défis, mais je te souhaite la meilleure des chances. Avant de terminer cette entrevue, je pose toujours quelques petites questions à rafale. Ma première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Ouf. Très bonne question. Je dirais... comme j'ai mentionné un peu tantôt, là, vu que je n'étais pas le joueur avec le plus de talent inné, si je peux dire, je n'étais pas la personne la plus talentueuse au hockey. Ça a été mon sport principal. Fait que je dirais vraiment le travail, la détermination puis la constance. C'est vraiment c'est trois mots, c'est 3 valeurs un peu qui se ressemblent. Moi, j'utilise ça avec mes joueurs, avec ma population générale que je travaille avec aussi dans mon entreprise. Vraiment, la constance, c'est ce que c'est ce qui m'a manqué, disons, le plus. Donc, c'est ce que le sport m'a appris le plus. Puis, on est mieux, en fait, d'être à 80% pendant 1 an, 2 ans, qu'à être à 100% pendant 3 mois. Puis la raison, super simple, c'est que ça se perdure dans le temps, puis c'est là qu'on va voir les résultats. Donc, je dirais vraiment la chose que le sport m'a appris le plus, c'est vraiment la constance puis la détermination. Si tu n'essayes pas,
puis que tu t'arrêtes aussitôt qu'il y a une embûche ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, ben ça va être dur d'aller chercher des résultats, des objectifs ou d'atteindre certaines choses. Donc, c'est vraiment appliquer la constance puis la détermination. On peut faire tout ce qu'on rêve, il faut juste poser des actions puis être déterminant dans tout ça. Là. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Je sais que tu en avais peut-être glissé un mot tantôt, mais si tu en avais un autre aussi. Ouais. Ben, plus beau souvenir sportif, là, bon, mettons, si je vais plus individuel, j'en aurais deux qui me viennent vite à l'esprit. Bon, le premier, mon but que j'ai fait dans un match hors concours junior majeur, c'est sûr que ça, je vais tout le temps m'en souvenir. Sinon, mon deuxième, ça a été c'est justement Midget Espoir, première année, on était à la Coupe Dodge. Puis ça, encore une fois, c'est un souvenir individuel, mais qui est collectif également. J'avais eu l'étoile du match. Comme je dis, je n'étais pas le joueur le plus talentueux, mais j'étais quelqu'un qui performait très, très bien sous pression dans les moments qui comptent. Donc c'est un match important là, pour passer en demi-finale. Puis j'avais eu l'étoile du match. J'avais fait un tour du chapeau. Je pense que ça a été mon premier tour du chapeau à vie en carrière. Puis c'était justement au provincial. Donc c'était quelque chose d'assez inoubliable. Puis sinon, si je peux y aller un peu plus d'équipe, collectif, c'est sûr que gagner des tournois, là, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais j'irais dans mes années Bantam de Midget Espoir, vu qu'on jouait, on était des équipes de l'Abitibi, on jouait dans la Ligue de Montréal. Puis de la façon que ça fonctionnait, à toutes les 2 fins de semaine, on venait jouer des parties contre des équipes à Montréal, puis une fin de semaine sur 2, on était à la maison, puis c'était une équipe qui venait nous visiter, puis on jouait 2 ou 3 matchs contre eux. Donc vraiment, de la façon qu'on voyageait, on se transportait avec des autobus voyageurs, toute l'équipe ensemble. Fait que je dirais, là, mon plus beau souvenir, ça a été vraiment ces 2-3 années-là, là, passées avec les joueurs. On couchait à l'hôtel en groupe de 3-4 dans la même chambre. Il s'en est fait des niaiseries, mais c'est vraiment des souvenirs, je peux dire, inoubliables. Aucun doute là-dessus. Puis, ma dernière question, c'est quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Oui, je dirais que c'est vraiment, ça revient un petit peu sur ce que le sport m'a appris, la constance principalement, c'est sûr. Puis, poser des actions. Si on fait rien, on n'a rien. Donc, vraiment, je dirais poser des actions, être constant là-dedans, tout le temps. Puis, c'est sûr et certain que quand on pose des actions, ben, ce qu'on planifie, ça finit par arriver. Il va y avoir des embûches, oui, mais si on arrête, ben, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Puis, si je dirais quelque chose qui me freinait beaucoup, ça a été un petit peu on appelle ça un peu le syndrome de l'imposteur, où est-ce que je suis qui, moi, pour faire ça? Fait que, même chose un peu pour le podcasting, quand Hugo m'a approché pour faire les podcasts, je me suis dit, OK, mais on est qui, nous autres, pour faire ça, tu sais? Puis même chose pour la préparation physique. Des fois, j'ai des athlètes qui viennent, puis je me dis, OK, mais je suis qui pour faire ça? Ou, tu sais, j'ai des projets autres, puis, tu sais, des fois, on se dit tout le temps, OK, mais là, lui, il fait ça, mais tu sais, je ne suis pas à ce niveau-là. Au bout de la ligne, je dirais que ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent. Fait que ce serait de limiter ces pensées-là, puis de faire ce qu'on doit faire, poser des actions. Fait que de ne pas avoir ce fameux syndrome-là. Là. Excellent mot de la fin, Philippe, mais merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment très, très apprécié, une très belle discussion. Bien, merci à toi. Merci beaucoup encore une fois à Philippe Roy pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 116e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mois d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au ameliedelebel.com/blueberry, BLUBRRY. La semaine prochaine, j'aurai le plaisir de discuter avec l'ancien gardien de but professionnel Nicolas Riopel que j'avais reçu à l'épisode 006 il y a plus de 2 ans. Beaucoup de choses se sont déroulées depuis ce temps. Ne manquez pas ça!